Salut à toi, jeune internaute. Oui, j'ai trouvé un canapé en pleine forêt. Tu veux tout savoir sur la chaîne Histoire appliquée? Bienvenue dans la FAQ 2020. Alors à la base, je voulais tourner dehors et puis j'ai un petit peu changé mes plans parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit et je m'entendais même pas moi-même. Donc je pense que vous n'auriez pas entendu non plus, ça aurait été un peu une catastrophe. Donc retour au bureau et puis on va faire ça tranquillement avec une petite tasse de thé glacé. Et voilà, alors quelques précisions avant de commencer cette FAQ. Contrairement à l'année dernière, je vais pas faire des très longs développements de sujets, je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. Par contre, la FAQ va se faire en deux temps, c'est-à-dire il y a ce premier temps où, ma foi, je vais répondre à vos questions aussi vaste que possible. Bref, je vais répondre à vos questions. Et puis demain, donc mercredi à 20h30 sur la chaîne Twitch en live, on fera une soirée FAQ avec des questions qui méritent plus de développement, des questions qui méritent plus de discussion, des choses un peu plus ouvertes en termes de questions où je peux pas juste répondre par un simple oui ou non ou par juste quelques infos. Donc voilà, je vais vous mettre dans la description une liste des questions par exemple que je garde pour la FAQ. Donc n'hésitez pas, venez sur la chaîne Twitch, vous n'avez pas besoin de vous inscrire si vous voulez juste voir la soirée. Et si vous voulez discuter avec nous dans le chat, n'hésitez pas, vous vous inscrivez juste, vous créez un compte tout bête, et puis comme ça on pourra discuter ensemble, voilà. Deuxième info, en juillet, alors là on a passé les 80 000 abonnés, c'est absolument exceptionnel, dimanche dernier, c'est vraiment fou, c'est fantastique. C'est à dire que l'année dernière, à la même époque, j'avais 78 000 abonnés de moins, parce que j'avais 2000 abonnés, du coup, si je suis pas trop mauvais en maths. Bref. Et du coup, on est à 80 000, ce qui est plutôt chouette. Et donc pour fêter ça, en juillet de l'année dernière, ça a été le décollage de la chaîne. Et pour fêter ça, en juillet cette année, j'ai prévu plein de trucs. Oui, en plus de tout le reste, oui. À savoir qu'il va y avoir donc pour les tipeurs, et ça, normalement les tipeurs le savent déjà, il va y avoir un épisode de la réserve qui ne sera réservé qu'aux tipeurs, ainsi qu'un tirage au sort avec 3 objets historiques à gagner pour les gens qui me soutiennent sur Tipeee, puisque ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé le Tipeee et qu'il est devenu extrêmement important dans l'équilibre de la chaîne. Donc il y aura un... Voilà, c'est pour vous remercier, pour remercier les tipeurs, sachant que vous pouvez évidemment encore participer tant que je n'ai pas lancé tout ça, mais il y aura quand même un concours qui ne sera... Enfin, un tirage au sort avec un objet historique, donc un 4e, qui ne sera réservé qu'aux tipeurs qui ont tipé jusqu'à présent. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. En gros, si vous avez participé au Tipeee jusqu'à présent, vous avez 4 chances de remporter un objet historique et la possibilité de voir un épisode de la réserve qui est complètement inédit. Si vous n'avez pas encore participé sur Tipeee mais que vous en avez envie, vous aurez accès à 3 objets historiques à gagner et un épisode de la réserve spéciale. Voilà, j'espère que c'est clair. Autre chose, pour continuer à fêter ça, effectivement, je vais organiser des tirages au sort et des giveaways sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram et Twitch, évidemment. J'étais là genre dans le chat, j'étais TikTok? Non, je suis pas sur TikTok. Donc sur Twitter, Facebook, Instagram et Twitch, il y aura à chaque fois un concours avec un tirage au sort et donc pareil des objets historiques à gagner. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ces plateformes, à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur Twitch, parce qu'il y aura également des choses à gagner, des cadeaux dans tous les sens, les amis. Et voilà, donc il y aura dans les objets historiques, je sais pas encore exactement ce qu'il y aura, mais il va y avoir des couteaux gaulois, il va y avoir des sacs vikings, il va y avoir de la vaisselle historique, il va y avoir plein de choses différentes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux-là et à partager largement la chaîne pour la faire connaître. Cela étant dit, on va commencer les questions. Donc j'ai fait, il y a plusieurs thèmes, vous verrez dans la description, il y a des raccourcis. Donc il y a le projet Nilfgaard, mes méthodes de travail et de démarche, les idées et envies de programme, qui est le plus long, le personnel, et enfin l'historique à la fin. Et j'ai mon portable, c'est pour ça que je le regarde, j'ai mon portable pour les questions. C'est parti! Combien de temps cela va durer? Combien de vidéos et quand? Alors ça, évidemment, les conditions sanitaires ont un petit peu bousculé le programme, pas beaucoup, mais un petit peu, surtout par rapport aux fournisseurs. À la base, je devais tous les voir en vrai et j'ai pas pu. Donc du coup, je me retrouve à tout faire à distance, ce qui est très compliqué parfois. Donc c'est un peu, voilà, je reçois encore, ça fait 1 mois et demi que je reçois des cartons toutes les semaines, je reçois encore, là, c'est un peu, voilà, ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram le savent, c'est en cours. À partir de quand on va commencer à tourner? Probablement en août, et les premières vidéos sortiront courant août, probablement vers la fin août, le temps qu'on puisse les monter, et il y en aura en septembre et encore en octobre. Voilà, donc ça va nous occuper sur la fin de l'été et l'automne, et voilà, tout simplement. Et donc en termes de nombre de vidéos, je prévois pour l'instant au moins 6 vidéos et 2 making-of, mais en fonction de ce qu'on tourne et de l'intérêt de ce qu'on tourne, il se peut qu'il y en ait plus, en fait, selon, voilà, si je vois que tout ne rentre pas dans les 2 making-of, parce que vraiment je pense qu'on va se marrer, j'en ferai un 3e, voire un 4e, voilà, donc c'est au minimum 6 vidéos et 2 making-of, mais il se peut que ce soit plus. Tu peux nous tenir au courant, ça avance comment?
Ça avance. Alors comme je dis, c'est un peu décalé. Je reçois encore beaucoup de cartons. J'ai reçu l'arbalète hier, pour tout vous dire, et je dois encore en recevoir la semaine prochaine. Je dois encore en recevoir cette semaine. Enfin, là actuellement, je suis dans le stockage des objets qui arrivent pour le projet. En juillet, ça va être tout ce qui est fabrication et test. Et à partir d'août, du coup, on tourne. Si vous voulez être tenu au courant de ça, YouTube, c'est pas le plus pratique parce que je peux pas régulièrement vous dire, bah voilà où est-ce qu'on en est, tout ça. Allez sur Instagram, allez sur Twitter. Généralement, je poste des choses quasiment toutes les semaines dessus, si ce n'est tous les jours. Et quand je vais attaquer vraiment le dur des réalisations, va y avoir des publications tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je pense que beaucoup Instagram, Twitter, je fais surtout des blagues et je partage d'autres contenus. Mais surtout Instagram, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Voilà. Oui, j'essaye d'emmener les gens vers mon Instagram pour avoir plus de gens sur Instagram. Un rassemblement prévu avec tous les youtubeurs invités pour le projet? Non, parce que malheureusement, ce n'est pas possible. Faut savoir qu'au total, on est 12 sur ce projet, ou 11, je sais plus. Bref, on est 11-12, plus les gens qui vont m'aider à tourner, même si je sais pas encore combien il y en aura, plus j'ai prévu des photographes aussi pour faire des photos de plateau. Enfin voilà, il y a plein de gens qui vont travailler. Au total, on va être peut-être une vingtaine à travailler sur ce projet. Ouais, au moins une vingtaine à travailler sur ce projet. C'est impossible d'avoir tout le monde en même temps avec les emplois du temps. Il y a des invités qui ont des emplois du temps qui sont très très chargés. Je pense à Max Bird typiquement, c'est très compliqué. Donc en fait, on va passer par groupe de 2 ou 3, enfin 2 ou 3 invités en même temps. Et puis voilà, ce sera déjà super sympa, je pense. Mais c'est pas possible de faire un rassemblement avec tout le monde. Alors, concernant les méthodes de travail et la démarche, on me demande comment est-ce que je trouve mes sujets. Je ne trouve pas de sujets. Les sujets me trouvent. C'est un vrai problème que j'ai, c'est-à-dire que j'ai pas, j'ai trop d'idées. Oh mon sang, ma vie est tellement dure. J'ai trop d'idées dans le sens où actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé l'année 2020, je me suis posé sur un papier 52 sujets, donc un par semaine pour l'année 2020. Savoir qu'on est donc au milieu de l'année et j'en ai réalisé 6 ou 8. Tellement j'ai eu d'idées entre-temps, de trucs à faire, de recommandations, «Oh tiens, je vais faire ça, c'est sympa, tiens, je vais parler de ça finalement», et cetera. Donc et rien que cette semaine, j'ai trouvé 4 nouvelles idées de vidéos. Enfin, pour l'instant, j'ai pas du tout de problème à trouver mes sujets. C'est plus, il y a une part de choses que j'écris à l'avance, typiquement les vidéos de la réserve, parce qu'en fait, j'ai envie de vous emmener quelque part. Mais il y en a d'autres qui sont, «Bah tiens, j'ai envie de parler de ça», parce que j'ai vu des gens en parler sur internet et je trouve ça intéressant d'en parler, en fait. Donc c'est un petit peu, voilà, les sujets me tombent dessus et je choisis de les faire ou non. Actuellement, tu vis comment? Tu comptes faire de la passion ton métier? Alors, faut savoir que ma passion, c'est la médiation historique et c'est déjà mon métier depuis 10 ans, en fait. Aujourd'hui, je le fais, sur YouTube. C'est YouTube qui est pas mon moteur, mais ma manière de l'exprimer principale, mais ma passion est déjà mon métier depuis un moment. Après, actuellement, je vis comment? Depuis le confinement, en fait, la chaîne est passée enfin, je suis passé à 100 sur la chaîne. Alors, je vis pas, non plus avec des milliers et des cents, mais j'arrive à cumuler, ce que vous me donnez sur Tipeee, ce que vous me donnez sur Utip, les divers trucs, ici et là, plus les sponsors, plus les quelques sous que j'ai mis, de côté pour moi, pour le projet Nilgard. J'arrive à peu près à vivre du truc. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est très important de me soutenir sur Tipeee, si vous voulez me soutenir sur Tipeee, parce que ça me permet de, continuer à faire ça à plein temps et de vous proposer, les programmes comme j'ai envie de vous les proposer. Voilà, donc actuellement, je vis de la chaîne, en espérant que ça dure parce que c'est vraiment le passage un peu charnière où j'y arrive, pour combien de temps, je sais pas. Et ça va vraiment dépendre de vous. En tout cas pour l'instant, même si je prévois d'autres trucs, pour l'instant, ça peut dépendre de vous, voilà. Oh la pression! Ne vous sentez pas obligé. Tu peux recommander des artisans. Alors recommander des artisans, j'ai envie de le faire. J'ai un projet que j'ai monté, mais qui s'est pas fait, fin d'année dernière pour pouvoir vous recommander régulièrement des très, très bons artisans, et ça je le ferai. Je sais pas encore quand, mais il va y avoir tout un système par rapport à ça, pour découvrir des artisans, des artisans français très, très bons qui travaillent autour de l'historique, mais pas uniquement. Donc oui, ça oui, on en reparlera. Comment peut-on te contacter? Généralement, Facebook, Instagram, Twitter, je m'envoie toujours vers ça, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que, les mails généralement je les lis et je me dis: «Ouais, je répondrai, plus tard» et du coup je réponds plus ou moins plus tard. Alors que Instagram, Twitter, Facebook, en règle générale, je réponds à peu près à tout, même si c'est pas dans l'immédiat, hein, parfois ça peut être une semaine après, parce que j'essaie de tout faire en même temps. Mais vous pouvez me contacter sur, Twitter, Instagram et Facebook, ça fonctionne plutôt pas mal. Certaines personnes me disent, «On n'arrive pas à lire ce que dit Jean-Michel Commentaire», pas toujours en tout cas. Est-ce que, voilà, c'est pas grave. Jean-Michel Commentaire, qui m'aide sur ce programme, il est là pour, enfin sur cette chaîne, il est là pour 2 raisons. La première, c'est apporter des précisions quand, ce que je dis, après l'avoir enfin quand que je me rentends dire des choses, je me dis: «Mmh, ça mériterait une nuance, une précision que je peux pas apporter à l'oral» et du coup lui, hop, amène cette nuance-là.
Il est également là pour faire redescendre, enfin pour dédramatiser certaines choses, pour, éviter que j'ai l'air un peu trop, un peu trop, sûr de moi, un peu trop je me la pète parce que je fais des trucs. Ça désamorce un petit peu le côté, professoral des vidéos d'histoire, parce que c'est pas forcément, comme je dis souvent, la médiation pour moi, c'est une question d'échange et je veux qu'on soit, enfin, dans l'échange un maximum et du coup, avoir un ton trop professoral ne correspondrait pas à cet objectif. Donc Jean-Michel Commentaire est un peu là pour se moquer de moi et désamorcer ce truc un peu professoral. Voilà, en gros. Alors ensuite, les idées et les envies de programme. Là, il y a plein de choses. Vous m'avez posé énormément de questions. J'en ai rassemblé certaines parce qu'il y a des questions qui sont revenues souvent. Est-ce qu'à un moment, tu vas faire des films sur des périodes plus récentes ou autres zones géographiques? Vous me posez souvent la question. Alors d'ailleurs, dans la FAQ, j'ai oublié de préciser, mais je vais pas évidemment répondre aux questions dont j'ai déjà répondu sur la première FAQ, pas toutes en tout cas. Donc je vous mets le lien juste ici, si vous voulez aller la voir, la première, notamment sur mon parcours et comment j'en suis arrivé à faire ça. Il y a toutes les réponses ici. Celle-là, vous me l'avez déjà posée, mais je trouve ça important d'y répondre régulièrement. Oui, je vais le faire. Le truc, c'est que sur la réserve, typiquement, pour arriver à faire ce que je fais, il faut avoir une connaissance étendue de ce qui se passe. Il faut que je sois capable de juger à la fois, la manière de se tenir des gens, comme, leur équipement, comme, leurs vêtements, comme, voilà, quasiment jusqu'à la vaisselle, à l'architecture, aux moindres boutons et tout ça et c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas en claquant des doigts, qui ne s'acquiert pas en lisant 3 livres. Pour ma part, c'est 10 à 15 ans d'études derrière ça. Donc forcément, je peux le faire sur des périodes antiques et médiévales, sachant que j'ai mes spécialités, que vous commencez à connaître maintenant. Mais comme les autres périodes sont pas par exemple, voilà, je connais très, très bien les croisades, voilà, mais vraiment très, très, très bien. C'est un sujet que j'étudie depuis plus de 15 ans maintenant, enfin depuis 15 ans, plus de 15 ans, ça commence à faire beaucoup, mais 15 ans et donc je suis très bon pour ça. Je vais être capable par glissement de juger et de beaucoup travailler sur du XIe siècle, par exemple, la période de Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant et tout ça, mais c'est une période que je connais un peu moins bien, mais c'est pas grave, je peux me permettre de la juger. En revanche, parce que je sais où trouver les infos, que je connais les logiques, et cetera. En revanche, sur les périodes plus récentes, en fait, j'ai des connaissances qui ne sont plus générales, mais qui vont être très spécialistes. Par exemple, je connais très, très, très bien le sujet des premiers chars anglais de la Première Guerre mondiale. Voilà. Par contre, les mecs en uniforme à l'intérieur, j'ai aucune idée de savoir si c'est bon ou pas. Par exemple, je suis allé voir le film 1917 au cinéma, je suis incapable de juger, il y a des trucs que je suis capable où je suis capable de dire genre tiens, ça c'est pas le bon casque, mais ça va s'arrêter là. Je vais pas être capable de juger l'uniformologie avec précision, et du coup je ne peux pas faire d'épisode de la réserve sur des périodes plus récentes. Mais j'en ai très envie et en fait, plutôt que de ne pas le faire, je suis en train de discuter avec des spécialistes de périodes plus récentes pour justement qu'on travaille ensemble pour faire des épisodes de la réserve qui soient sur des mais même pas que de la réserve, hein, de thèmes de manière générale, qui soient sur des périodes plus récentes donc ça va arriver. On m'a posé des questions sur la Seconde Guerre, sur le Premier Empire, sur la Première Guerre. Ça va arriver, dans je sais pas trop dans combien de temps, mais ça va arriver, un peu de patience, mais je préfère travailler avec des spécialistes plutôt que de vous dire des bêtises. Parce que mine de rien, le matériel, c'est très complexe, il y a plein plein de choses à étudier. Quand vous avez des livres, vous allez avoir un livre sur l'épée de 1450 à 1500. Bon, bah, ça va pas me suffire pour juger une période, donc je peux pas me permettre de juste lire un livre et de faire de la vulgarisation derrière, parce que avec le matériel, ça fonctionne pas forcément comme ça. Mais ça, on en reparlera sur la chaîne Twitch à 20h30 mercredi soir si ça vous intéresse, parce que c'est un sujet qui mérite d'être développé. Voilà. Les prochains épisodes de la réserve. Alors les prochains épisodes de la réserve, il y a donc celui qui sera réservé aux tipeurs, qui sera le 13e guerrier. Ensuite, on aura Braveheart et Outlooking qui sortiront dans l'été. Et ensuite, je ne sais pas. Enfin, j'ai la liste, mais je ne sais pas encore dans quel ordre ça va sortir. Il y a probablement un épisode sur un film français drôle. Je ne vous en dis pas plus. Et un film français drôle et qui n'est ni antique ni médiéval. Quel suspense, quel suspense! Tu penses parler de la fantaisie à un moment et de crédibilité du matériel dedans. Tu avais parlé de comparaison entre l'histoire et le Seigneur des Anneaux. Oui, j'aimerais bien le faire parce que je trouve ça hyper intéressant. La fantasy s'inspire énormément de l'histoire, énormément, énormément, énormément. Et il y a toujours une espèce de rapport un peu étrange, mais plus assumé. C'est-à-dire qu'un film historique va avoir tendance à faire ce qu'il veut à surfer sur le côté historique pour vendre, mais à faire ce qu'il veut ensuite à côté. Les films fantastiques sont beaucoup plus assumés, et du coup c'est intéressant. Mais il y a toujours des questions de matériel qui sont passionnantes, et notamment dans le Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, Tolkien a lui-même assumé et défendu que chaque peuple est inspiré d'un truc historique très précis. Donc, et je trouve que c'est un sujet que je connais très très bien aussi. Et j'aimerais bien en parler un jour, mais je ne sais pas encore exactement avec quelle approche et comment exactement, donc, mais on le fera.
Penses-tu faire des épisodes de la réserve basés sur des jeux vidéo? C'est pas à l'ordre du jour avant l'année prochaine. J'en ferai peut-être, notamment quand, Valhalla sortira, donc le prochain Assassin's Creed, mais pour l'instant, tout ce qui est jeux vidéo, je le garde pour la chaîne Twitch. Donc on a fait de l'Assassin's Creed Odyssey, on a fait un peu d'Origins, on a parlé du trailer de Total War Troy, on a fait un peu de Total War d'ailleurs, le Rome 2, même si j'aime pas les Total War, et du coup, on n'en a pas fait beaucoup. Voilà, le but du jeu de la chaîne Twitch, c'est vraiment de parler d'histoire en se servant du jeu comme support. Donc en fait, c'est beaucoup une discussion avec le chat. Ceux qui suivent les lives le savent, on est vraiment beaucoup dans la discussion. Et en fait, je me sers de ce qu'on voit dans les jeux pour dire: «Ah bah tiens, vous voyez ça, c'est plutôt historique, ça c'est inspiré de...» Voilà, et puis on lance des discussions, les gens peuvent poser des questions, c'est assez cool. Enfin, moi j'aime bien l'exercice, voilà. Est-ce que tu vas parler de la fabrication de la cotte de maille dans un épisode d'atelier? Probablement pas dans un épisode d'atelier, tout simplement parce que la fabrication de la cotte de maille, c'est très ennuyeux. Une fois que je vais vous expliquer le principe, tout le reste va être hyper ennuyeux parce que c'est très long. En gros, une cotte de maille, c'est 4 anneaux dans un anneau et ainsi de suite. Voilà, et c'est tout. Donc ça va être très ennuyeux. Par contre, il y a un épisode d'histoire appliquée que j'ai prévu dessus, parce que là, pour le coup, en termes d'origine, d'utilisation, de fabrication, de technique, et ensuite de test sur, bah voilà, si je tire à l'arbalète sur une cotte de maille de telle forme, qu'est-ce que ça fait derrière? Est-ce que ça fonctionne? Si je tire à l'arc, si je mets un coup d'épée, etc., etc. Donc il y aura un épisode, mais ce ne sera pas un épisode d'atelier, ce sera un épisode d'histoire appliquée, probablement, qui est à moitié déjà écrit. Voilà, c'est un des premiers épisodes dont j'ai eu l'idée sur la chaîne, donc il est déjà écrit depuis au moins un an. Un épisode prévu sur le film The King? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que j'ai vu la bande-annonce et elle m'a saoulé. Sans même parler du French bashing, je l'ai regardé et j'ai fait: «Ouais, enfin, c'est un film historique avec des tenues civiles en velours moche, avec les gens qui se battent dans la boue. Alors OK, les armures sont pas dégueulasses, mais les combats n'ont aucun sens». Enfin, j'ai pas eu envie de le regarder, en fait. Même pas pour le troll. J'ai juste trouvé que c'était un film qui se prenait trop au sérieux et qui m'attire pas. Enfin, il m'attire pas, voilà. Donc je pense pas. J'ai pas envie de le voir, en fait. Donc voilà. Est-ce que tu vas faire un linothorax dans l'atelier? Alors linothorax, pour ceux qui savent pas, c'est l'armure grecque. Je vais vous mettre une image quelque part. Oui, mais en fait, le problème, c'est que le linothorax, j'en ai un à faire pour un copain. J'en ai un à faire pour moi. Il y en a un que je voudrais vous montrer qui est un linothorax spécial perse, un spécial gaulois. Et j'ai vu un mec sur internet qui a fait un linothorax avec des chiffons. C'est-à-dire avec ses vieux vêtements troués, avec ses vieux draps et tout. J'ai trouvé ça génial. Ça fonctionne très bien et j'aimerais bien faire un équivalent en français. Donc oui, des linothorax dans l'atelier, on va en faire. Je sais pas encore combien, je sais pas encore comment je vais vous présenter ça, parce que si je fais 6 épisodes d'atelier sur le linothorax, ça va finir par vous lasser. Mais oui, on va en faire plein. Vous m'avez beaucoup posé la question du linothorax. Insérer ici une question sur la forge. Vous m'avez posé des questions sur la forge. Je ne suis pas forgeron, c'est un premier truc à savoir. Je ne suis pas forgeron, je ne le serai jamais. Ça demande des compétences d'artisanat que je n'ai pas, que je n'aurai jamais, et c'est très bien comme ça. On va parler de forge sur la chaîne parce que j'ai envie de discuter avec des forgerons, mais voilà, tout simplement. Moi, je vais faire l'acquisition d'une forge. Je peux pas avoir une forge au charbon parce que c'est trop polluant pour l'intérieur, mais je vais faire l'acquisition d'une forge en fait, avec la prochaine sponsor. La prochaine sponsor, la prochaine fois que vous voyez passer une sponsor sur la chaîne, ce sera pour acheter une forge et une fonderie, pour faire de la fonte du bronze. Et ça, après, on va se faire des jolies vidéos avec des ralentis d'étincelles, des ralentis de bronze fondu et tout. Ça va être magnifique. On va faire des bijoux, on va faire des petits couteaux, des choses comme ça. Mais je ferai jamais de grosses vidéos sur les techniques de forge parce que... Enfin, ou c'est moi qui forge parce que je n'en ai pas les compétences, tout simplement. Par contre, à un moment, je vais aller voir des forgerons d'excellence en France qui travaillent sur du médiéval. Et vous allez voir que... Enfin, pas que. Et vous allez voir que ça va être un petit peu solide. Voilà. À quand les analyses de séries? Je ne sais pas encore. Ça va être... à un moment, j'aimerais vraiment le faire. Je le défends depuis un petit moment. Mais en fait, c'est un programme que j'aimerais bien vendre. Donc du coup, qui sera accessible au public aussi, mais que j'aimerais bien vendre et faire produire. Parce qu'il faut bien manger, les amis, mais qui sera, voilà, ce sera quand même accessible pour vous, ça changera pas grand-chose. Donc je ne sais pas. Et en plus de ça, les séries, c'est plus compliqué parce que quand j'ai attaqué la réserve, j'étais persuadé que le système chronologique fonctionnait le mieux. Donc les premiers épisodes de la réserve, je parle du film chronologiquement parlant. À un moment, je suis passé sur du thématique et c'est plus facile dans 90% des cas finalement, et je m'étais trompé là-dessus. Donc maintenant, c'est pour ça que je fais du thématique. Mais sur les séries, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus complexe à traiter, il y a beaucoup plus de détails, et donc il faut que je trouve la bonne manière de vous présenter ça. Mais je le ferai, j'ai très envie de le faire, parce qu'évidemment, sur les séries, il y a des choses exceptionnelles à dire. On parlera de Rome. Spoiler alerte, on parlera de Rome.
Y aura-t-il un épisode 2 des questions les plus dingues insolites sur les reconstitutions? Oui. Faut savoir qu'en fait, pour faire cet épisode, j'ai demandé à mes réseaux, perso de reconstituteurs, «Racontez-moi votre délire», enfin les parce que moi j'en avais déjà, hein, mais j'ai dit: «Racontez-moi les délires». J'ai eu peut-être 300 réponses, un truc comme ça et j'en ai sorti 10. Autant vous dire qu'en fait, j'ai de la réserve là-dessus. Donc oui, il y aura un autre épisode là-dessus. Mais comme à chaque fois, je veux pas faire juste un truc où, «Ah ah ah, lol, ils ont dit ça, c'est nul, c'est des gens débiles». Non, je veux qu'à chaque fois, il y a une réflexion. À dire, bah, en fait, les gens ont dit ça, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Quelle a été leur réflexion de fond derrière? Ils n'ont pas dit ça, voilà, les gens sont évidemment, il y a des idiots comme partout, mais souvent, les questions qu'on nous pose en reconstitution et qui ont l'air débiles ont un fond, ont une raison d'exister. Et moi, je trouve ça plus intéressant de dire, OK, pourquoi est-ce que cette personne a demandé si c'était du vrai feu? Et en fait, de se rendre compte que dans notre quotidien aujourd'hui, l'existence du feu, au-delà d'un briquet ou d'une bougie, n'existe quasiment plus, ou d'un barbecue éventuellement, et encore, parce que maintenant il y a des barbecues au gaz, mais donc, je veux absolument, je ne veux pas faire de top 10. Voilà, je le vends ça comme un top 10 parce que c'est vrai que c'est plus facile à vendre sur YouTube, mais je veux pas faire des top 10 en mode genre, bah en fait je réponds juste et c'est drôle quoi. Enfin, je suis pas Topito, c'est cool ce qu'ils font Topito, parce que c'est divertissant, mais je veux pas tomber dans le top comme ça. Je veux que ça reste didactique dans le sens où je veux que ça explique des choses, que ça pousse à la réflexion. C'est le but de la chaîne en fait, c'est que même si je fais du divertissement, le but c'est de faire du divertissement intelligent et de pousser à la réflexion. Voilà. Donc oui, j'en referai, mais toujours sur ce même mode. Est-ce que tu vas faire des vidéos ou des ateliers sur des vêtements civils? Oui. Je réfléchissais un peu à la manière de faire ça et il se trouve que ça m'a frappé il y a 3 jours. En fait, je vais vous faire des épisodes complets sur, par exemple, les premiers qui vont arriver, ça va être en deux parties à chaque fois, sur le costume gaulois de la fin de la période d'indépendance, c'est-à-dire de la guerre des Gaules et donc civil d'abord, et un autre épisode sur le costume militaire. Et du coup, on parlera à la fois du costume civil et puis du costume féminin, et je vous montrerai comment est-ce qu'on peut faire, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas, etc. Après, faire un épisode d'atelier dessus, c'est un peu compliqué parce que c'est pareil, la couture, c'est pas forcément très intéressant à montrer en atelier, mais je ferai des épisodes purement sur du costume civil, ouais. Est-ce que tu vas parler des instruments de musique? J'aimerais bien, mais j'y connais rien. Vraiment, je suis une quiche en musique, et tant mieux. Et en fait, c'est quelque chose j'entretiens parce que comme ça garde un peu de la magie pour moi. Et j'écoute de la musique en permanence dans ma vie. J'en ai toujours, 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 toujours. Et je veux dire, mon appli préférée, c'est clairement Deezer, parce que je ne suis pas team Spotify, je suis team Deezer. Et donc oui, la musique, c'est très important pour moi. Après, si je le fais un jour, je pense que je le ferai en partenariat avec des gens qui connaissent leur affaire. Donc donc ça va, voilà, ça va probablement arriver un moment, mais je ne sais pas quand. En attendant, vous pouvez suivre les chaînes de Scherzando et de l'Instrumentarium de l'Insolite, qui travaillent essentiellement justement sur des questionnements autour de l'historicité de la musique, et qui sont souvent des programmes qui sont très très chouettes et qui méritent d'être vus, et des animatrices qui sont vraiment cool derrière et qui font très très bien le job. Voilà, je vous mets les liens dans la description, puis je vous en mettrai probablement là. Bref, allez voir ce qu'elles font. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des courts-métrages avec les associations de reconstitution que tu connais? Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos de bataille ou d'interviews de reconstituteurs? Reconstituteurs, on sait jamais ce qu'on dit. Alors les courts-métrages, oui, j'aimerais bien en faire un jour. Le fait est que les courts-métrages, ça demande une réflexion. Déjà, je suis pas réalisateur. Moi, je suis quelqu'un qui est très très clair sur ce que je suis ou non. Je ne suis pas historien, je ne suis pas réalisateur. Partant de là, ça veut dire que sur un court-métrage, il va me falloir une équipe qui soit hyper solide pour faire quelque chose qui soit correct, et pas un truc qui fasse cheap et qui fasse finalement, qui soit à l'inverse de ce que je veux faire. Donc oui, un jour je le ferai, mais ce jour-là, ce sera des projets assez ambitieux avec des équipes derrière qui soient solides. Évidemment, c'est un budget, et le budget, il faut le trouver. Donc c'est pas forcément facile, mais j'aimerais bien le faire un jour, ouais, j'aimerais bien le faire un jour. Donc on verra peut-être quand je serai riche et célèbre, c'est-à-dire jamais, on fera ça. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos de bataille? Alors oui, il devait y en avoir cette année, je devais les tourner cette année. Parce que savoir que celle de Gergovie, c'est un truc que j'ai tourné bien avant la chaîne et que j'avais envie de vous montrer parce que j'aime beaucoup, même si c'est en format portrait, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Donc oui, il y aura d'autres vidéos de bataille très très clairement. On devait en faire cette année, j'avais prévu de filmer Alésia cette année, côté gaulois cette fois, pour que vous puissiez voir. En plus c'est moi qui donne les ordres, du coup ça aurait été rigolo. Mais le fait est qu'avec avec la crise sanitaire, impossible de filmer tout ça puisque tout a été annulé. Pareil pour les interviews de reconstituteurs et tout ça, j'ai un programme qui est prévu d'interviews de gens qui font l'histoire.
dans le sens où on va discuter avec les gens qui rendent l'histoire vivante aujourd'hui, qui sont des acteurs de l'histoire. Alors vous avez eu déjà ce premier épisode sur, c'était un épisode test, hein, sur, comment ça? Sur le marché de l'histoire à Compiègne avec Christophe Dargère, que je connais bien et du coup c'était chouette de pouvoir, lui poser des questions. J'ai tourné 2 autres épisodes, 2 autres interviews avec d'autres personnes vraiment intéressantes, mais c'était il y a 1 an pile maintenant, un peu plus d'1 an et du coup en termes de technique, j'ai évolué sur le matériel, sur le micro, sur tout. Donc c'est des épisodes que je vais retourner et effectivement je vous montrerai ça. Donc il y aura des reconstituteurs, il y aura des directeurs de parcs archéologiques, il y aura des gens qui font de la musique, il y aura des enseignants, il y aura, vraiment, parce que bon la médiation et le fait que l'histoire soit vivante, aujourd'hui ça passe beaucoup aussi par les enseignants et on l'oublie trop souvent et donc voilà, il y aura un petit peu tout le monde comme ça, des gens d'associations, des gens autour du bâtiment, voilà et bon comme tout, il faut il faut le temps, comme je disais, j'ai trop d'idées et pas assez de temps. Est-ce que tu vas refaire des vidéos sur des recettes de cuisine historique? Oui, complètement. Ça m'étonne, mais ça vous plaît énormément. Donc oui, je vais en refaire, hein. Je vais en refaire notamment avec Elisabeth que vous avez vu dans la vidéo sur le pain gaulois, qui m'a aidé à faire celle sur les crêpes, qui est une spécialiste de la cuisine historique et voilà, qui a une connaissance absolument délirante de la question sur beaucoup de périodes différentes. Donc j'ai prévu des choses, on a prévu des recettes notamment de pâtisserie de l'époque moderne, on a prévu des recettes de Nouvelle-France, on a prévu, voilà, donc il y aura d'autres recettes sur la chaîne. Voilà. Une vidéo prévue sur l'héraldique, c'est-à-dire la science des blasons. Je ne sais pas encore, c'est un sujet intéressant et je me tâte dessus parce que, je sais pas. Voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup, j'ai des bouquins là-dessus et tout ça, c'est cool, mais je sais pas trop comment l'aborder encore, donc on verra. Voilà. Sur ce, on attaque les questions plutôt personnelles. C'est une bonne situation, ça, Druid Roi? À côté, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, et si je devais résumer ma vie devant vous, penses-tu que ta passion puisse devenir ton métier? C'est quoi ton métier? Comment tu as pu avoir un atelier comme ça? J'ai déjà répondu, je crois. C'est plutôt botter dans la liste. Donc comme je disais, mon métier, c'est déjà ma passion, c'est déjà mon métier. Je suis médiateur culturel et j'adore ça, depuis toujours. Comment j'ai pu avoir un atelier comme ça? En fait, ça fait, facilement 10 ans que je le constitue parce que, bricoler, c'est chouette, mais à un moment, plus on veut aller loin et plus il faut du matériel et plus il faut du matériel et plus il faut de la place et cetera et cetera. Donc j'ai galéré pendant des années où, j'ai commencé par, mon premier vrai atelier, c'était ma cuisine quand j'habitais dans le sud de la France. J'avais une cuisine carrelée, donc c'était pratique à nettoyer et je foutais un bordel là-dedans. Donc voilà. Et puis avec le temps, j'ai réussi à. Ah, puis c'est une question de sacrifice aussi. C'est-à-dire que typiquement, je suis quelqu'un qui voyage peu, pas tant pas tant par goût, parce que j'ai très envie de voyager, que par choix, parce que j'ai préféré développer mon intérieur, que j'ai préféré développer mes projets, que j'ai préféré acheter de l'outillage pour que je puisse vraiment aujourd'hui me permettre de vous proposer ce que je vous propose sur la chaîne, en fait, même si c'est un hasard. Donc voilà, beaucoup de sacrifices et des choix de vie, tout simplement. Voilà. C'est un peu la question qui tombe un peu comme ça, la réponse qui tombe un peu comme ça. Est-ce qu'il y a un lion au Thermopyle? Non. Voilà. C'est une blague pour les gens qui suivent la chaîne Twitch. Vestimentairement et comportementalement parlant, es-tu un dandy, un amateur de l'art sartorial, un nostalgique de la grande époque d'Indiana Jones, ou ces vêtements si saillants sont la forme d'armure moderne qui a ta préférence? En dehors de la bonne référence à Kingsman de cette phrase, je développerai ce sujet énormément sur la chaîne Twitch à 20h30, du coup mercredi, si ça vous intéresse. Mais effectivement, je suis passionné d'art sartorial, même si j'ai eu peu de temps et de moyens à y consacrer ces derniers temps, puisque j'ai tout mis sur la chaîne. Et pareil, j'ai un projet de programme à vous présenter là-dessus, de programme court sur l'origine de certaines pièces de costumes et comment on les porte aujourd'hui et comment on devrait les porter. Donc ce sera probablement des épisodes de 5-6 minutes, par exemple. Je sais que le premier sera sur le smoking, par exemple. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et que je me mette la pression pour les faire plus rapidement. Mais bon, faut bien se dire qu'actuellement, j'ai déjà... hein, il y a la réserve, il y a l'atelier, il y a Histoire appliquée, il y a tous les hors-séries et les vlogs. Il y a, enfin, en termes de... je vais arriver à un programme par semaine, bientôt, ça va être débile. Fais-tu partie d'une association? Alors ça, j'y ai déjà répondu, mais ça, faire de la pub ne mange pas de pain et ne fait pas de miettes. Je fais partie de 3 associations historiques et une d'AMHE, donc d'arts martiaux historiques européens. Pour les associations historiques, c'est Hoplitai and Galatia, je vous mets le lien dans la description, pour la Grèce ancienne et la Macédoine.
Il y a également Fief et Chevalerie, qui est une association qui est un peu en sommeil et qui fait d'excellentes choses sur les croisades, donc plutôt sur du médiéval, et Drungo, qui est l'association dans laquelle je suis le plus actif, qui fait de la période de la guerre des Gaules. C'est bien pour ça que je peux en parler plus facilement. Voilà, et donc pour les AMHE, c'est le Chapitre des Armes, qui est un club parisien, et qui va m'aider sur le projet Nilfgaard, qui m'a déjà aidé sur plusieurs vidéos, et dont le soutien est fort précieux. Voilà, donc je vous mets tous les liens dans la description, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, le travail que tous ces gens font est très chouette. Comptes-tu fabriquer des armes et armures de la période antique ou d'autres époques lieux? Si oui, seront-ils en vente pour de potentiels viewers? Oui, complètement, complètement. Faut savoir que là, la boutique, évidemment, est un peu vide, la boutique Etsy, parce que j'ai pas eu le temps de refaire des choses dedans, mais il y a plein de trucs qui sont en attente, donc ça va être du couteau gaulois, il y a du couteau grec, du couteau romain aussi que je suis en train de faire. Il y a je suis en train de terminer, un jour peut-être, ça fait 6 mois que je suis en train de la terminer, une sorte de glaive celtibère. J'ai un scram à saxe germain également en cours de fabrication. Il va y avoir des épées gauloises, enfin, ouais, il va y avoir plein de trucs. En termes d'armure, c'est plus long à faire et c'est un peu plus pénible. Donc je mettrai peut-être un ou deux linothorax à un moment, mais ce sera un petit peu à la marge. Voilà. Donc réponse? Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà contribué comme consultant fournisseur de matériel des films, même petite production? Sinon, est-ce un de tes objectifs ou projets? Alors, je vais y répondre très rapidement, mais ça, on va en parler très longuement sur la chaîne Twitch aussi demain. Oui, j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'actuellement, on se sert surtout des conseillers historiques pour, pour se donner bonne conscience et pas pour les écouter. Typiquement, je sais qu'il y a des projets pour lesquels on m'a contacté cette année pour me demander des conseils. Et quand je répondais, bah ça n'a jamais existé, et c'est un non-sens, et en fait, c'est aller très loin dans le cliché. Le réalisateur m'a répondu, ouais, mais moi j'aime bien le faire, du coup on va le faire. Vas-y. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien, mais à condition que mon travail soit respecté à sa juste valeur, sinon c'est hors de question. Voilà, enfin, je veux dire, les compromis, il n'y a pas de problème, hein, pour faire des bons compromis et tout ça, je suis le premier à défendre des bons compromis, mais il faut quand même que le conseiller soit juste pas là pour faire bonne figure et dire coucou, en fait, on avait un conseiller sur le film. Oh, comment ça balance là-bas? Coucou, est-ce que ça va bien? Ça va. À quel moment dans ta vie tu t'es décidé à faire de la médiation historique? Est-ce qu'il y a un événement historique que tu rêverais de voir adapté au cinéma ou en série? Une question de l'ami entré en lice, la chaîne éponyme, pareil, je vous mets un lien juste ici. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce que c'est plutôt cool et c'est un bon complément à ma propre chaîne. C'est sur le combat, sur la bagarre. À quel moment dans ma vie je me suis décidé à faire de la médiation historique? En fait, moi j'ai toujours été passionné d'histoire et à la base, j'ai cherché ma voie en allant à la fac, ce qui ne m'a pas convaincu. Et puis après, je suis tombé, après un peu d'errance, je suis tombé complètement par hasard dans une formation de communication multimédia à l'IUT. Et là, il y a eu une espèce de connexion qui s'est faite dans ma tête. C'est-à-dire que j'étais là, genre, l'histoire, j'adore. La communication, putain, je viens de découvrir ça, j'adore. Et si on mélangeait les deux comme ça? Il y a une espèce de truc comme ça, genre. Et la réalisation soudaine que c'était ça en fait, c'était ça que j'aimais faire, c'était ça qui me plaisait, c'était parler d'histoire et la transmettre. J'ai eu plein de questions dans ma vie sur, à un moment, je voulais devenir artisan aussi, j'ai hésité à devenir coutelier, j'ai hésité à devenir pas artisan, mais intermittent du spectacle, pour faire des spectacles historiques, à devenir chercheur. Voilà, il y a plein de trucs qui sont posés à moi en termes de questions autour de l'histoire. Et à un moment, j'ai réalisé que ma vocation, parce que c'est ça, c'était en fait de faire de la médiation et faire de la communication autour de l'histoire. Et c'est vraiment une réalisation. À un moment, j'ai réalisé que, ok, j'adore faire tout ça, mais ça là, ce truc, c'est ça, c'est le truc qui va bien. Donc je l'ai réalisé à ce moment-là. Je peux même vous dire quand est-ce que c'était en 2007-2008, peut-être 2008. Voilà, c'est dans ces eaux-là, à peu près à ce moment-là, que j'ai vraiment réalisé que c'était cette voie-là qui était faite pour moi, que c'était cette voie-là dans laquelle je m'éclatais le plus. Et depuis, je n'ai eu de cesse de rester sur cette voie et de devenir le meilleur possible, pas dans le sens le premier, mais dans le sens pouvoir transmettre autant que possible cette passion aux gens, cette passion au public, être vraiment dans la discussion en permanence, trouver des nouvelles voies pour exprimer les choses et tout ça, et pas simplement, voilà, un jour je vous ferai une vidéo sur la différence entre vulgarisation historique et médiation historique, et moi je voulais pas faire simplement de la vulgarisation, même si c'est très bien la vulgarisation, je voulais faire de la médiation, voilà. Là normalement vous vous dites genre, ah ouais, il y a une différence entre les deux? Mais c'est quoi? Je vous en parlerai. Alors, événement histo que je rêverais de voir adapté au cinéma ou en série. Plein, mais plein, à condition qu'il soit bien fait. Donc c'est un peu... Voilà, typiquement, la guerre des Gaules. Je veux dire, moi, je rêverais de voir un film comme Vercingétorix, mais bien, avec des Romains qui soient cohérents.
avec des Gaulois qui soient cohérents aussi et qui rendent vraiment hommage à ce qu'étaient les Gaulois à l'époque, qui étaient des gens extrêmement intéressants et bien plus que ce que les images. Parce que franchement, les images clichés des Gaulois, putain, moi ça me donne pas envie de dire nos ancêtres les Gaulois, hein, les mecs qui vivent dans des huttes, sont libres et sauvages, complètement hirsutes, à moitié à poil et tout, genre. C'est pas. C'est pas le truc qu'on a envie de défendre, quoi, clairement. Alors que la réalité archéologique, moi, me donne vraiment beaucoup plus envie de me sentir inspiré par les Gaulois. Pareil, un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus sur pourquoi est-ce que nos ancêtres les Gaulois, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens de se défendre d'une filiation des Gaulois, alors qu'en fait, ça a un énorme sens hyper intéressant et hyper cool de se défendre d'une inspiration des Gaulois. Là, normalement, ça va être le feu dans les commentaires, en mode genre, ça y est, tu fais de la politique et tout. Je ne fais pas de politique sur la chaîne, c'est un vrai truc. J'ai l'avantage, mais ça on en parle. Enfin, c'est une question qu'on m'avait posée, mais j'en parlerai très longuement en stream, parce que, enfin, sur le live, parce que c'est important. Je ne fais pas de politique sur la chaîne. Si à un moment vous vous dites, hey, mais ça c'est politique, vous êtes à côté de la plaque. Voilà, typiquement sur 300, parce qu'on me l'a beaucoup reproché, quand je dis que 300, l'auteur, est conservateur et pro-armes et raciste, c'est lui qui le dit dans ses interviews, c'est pas moi. Donc je ne fais pas de politique sur la chaîne, et l'avantage de parler surtout du matériel, c'est que je peux me permettre de ne pas parler de politique. Donc je le fais parce que on a tous nos idées, et voilà, j'ai pas envie de les étaler. Voilà. Donc voilà, c'est la même chose pour les Gaulois, c'est-à-dire que nos ancêtres les Gaulois, pour moi la récupération politique c'est une chose qui ne m'intéresse pas. Mais la partie inspiration des Gaulois, en tout cas, par rapport aux grands artisans, aux grands inventeurs, que c'était, enfin, je veux dire, ça, c'est intéressant, en termes d'inspiration. Voilà, long sujet, on en reviendra, on y reviendra. Je préfère le café. Quelle indignité. Est-ce que tu fais du patin à glace? Pas du tout. Est-ce que tu vas parler de l'histoire du Québec et des clichés entretenus sur le Québec dans la culture populaire française? Est-ce que tu es déjà venu chez nous? Question d'un Québécois, évidemment. Je suis très content d'avoir un public québécois parce que j'ai beaucoup de sympathie pour les Québécois. Ne me demandez pas pourquoi. C'est très... je sais pas. Je trouve que vous avez l'air très sympathique, vraiment. Et alors, je pense pas faire un sujet comme ça parce que je le connais peu. Après, je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire un truc avec Laurent Turcot. Donc, Laurent Turcot qui est le youtubeur du Québec, qui fait un travail absolument exceptionnel, qui est avec une approche qui est très chouette. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup suivre le travail. Pareil, je vous mets le lien si vous le connaissez pas, allez le voir. C'est quand même, voilà, je pense que ça fait partie des bases historiques à connaître aujourd'hui, sur YouTube en tout cas. Ça pourrait faire une vidéo drôle avec Laurent Turcot, parce que ça fait un petit moment qu'on se dit que ça pourrait être chouette de faire une vidéo ensemble. Mais c'est un sujet que je connais peu. Enfin, si, je sais ce que nous on pense des Québécois, mais c'est souvent assez positif, je trouve. Et voilà. Et donc je ne suis jamais allé au Québec, mais ça fait partie des destinations, de mes destinations de voyage qui sont dans le haut de la liste pour quand je me mettrai à voyager. On veut connaître tes marques de thé. Vous me le demandez souvent, effectivement, et donc à partir de maintenant, il y a un truc qui va changer sur la chaîne, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je bois du thé, il va y avoir en dessous l'indication de ce que c'est. Et voilà, comme ça vous saurez, parce que j'en ai au total une cinquantaine différents, je pense. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Est-ce que ta notoriété sur YouTube a affecté ta manière de pratiquer la reconstitution? Si oui, comment? Eh ben non, en fait, parce que la notoriété, elle est arrivée l'année dernière en juillet-août, et que ma saison de reconstitution l'année dernière s'est arrêtée en août. Donc au final, les gens ont pas eu... j'ai pas encore connu Puis alors, notoriété, faut bien... Enfin, je suis à 80 000 abonnés, c'est pas non plus... je suis pas Ben, quoi, Nota Bene, qui a son million. Donc, je veux dire, les gens me reconnaissent pas dans la rue, et tout ça, ça va. La notoriété. À part sur Internet, où je reçois énormément de messages, de commentaires, et tout ça. Par ça, la notoriété, que ce soit en reconstitution ou ailleurs, je l'ai pas beaucoup vécu, sauf évidemment au marché de l'histoire de Compiègne, dont je vous ai déjà parlé. Bon, je sens que je me fais reconnaître un peu plus facilement, mais c'est aussi parce que c'est la cible première, le cœur de cible première de la chaîne. Que tu n'aimes pas Vercingétorix, le film, je comprends, mais pourquoi cette haine pour la pizza à l'ananas? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Raclette ou tartiflette? Les deux, aussi souvent que faire se peut. Quelle est l'appellation correcte historiquement? Pain au chocolat ou chocolatine? Bon les gars, on va changer parce que les questions perso ça va trop loin. Voilà. Allez, on passe sur les questions histo. À ton avis, est-ce que notre connaissance factuelle de l'histoire peut s'agrandir indéfiniment par chemin miraculeux dans le désert, fouilles archéologiques de plus en plus étendues, évolution des théories, etc. Ou certaines parties sont-elles déjà tombées dans un éternel oubli? Alors ça, pareil, on en parlera longuement sur le live Twitch, je pense, mercredi 20h30. Pour être sûr que vous soyez là. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de limite en fait, parce qu'on sait pas. On sait pas ce qu'il y a. C'est un peu comme l'océan, on sait que dans l'océan, je sais plus combien c'est les proportions, mais qu'on connaît pas, je crois qu'on connaît même pas un tiers
un dixième, je sais plus quelle est la proportion exacte, des animaux et des plantes qui vivent dans les fonds marins. Ça paraît délirant comme ça, ou dans les grands fonds, plus exactement. Je suis pas un spécialiste de biologie sous-marine. Et c'est génial de savoir ça, c'est délirant. Mais bon, moi je peux pas m'empêcher d'y penser quand je regarde de l'eau, quand je suis à la mer ou à l'océan, je regarde l'eau et je me dis, il y a environ 9 trucs sur 10 là-dedans qu'on connaît pas. Et probablement des trucs très 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 gros. Ça me perturbe un peu. Bref, donc oui, c'est pas impossible. Demain, il se peut tout à fait que demain, on découvre un manuscrit complètement oublié dans un coffre, je sais pas ce qui peut se passer, d'un Gaulois qui connaissait l'écriture romaine et qui a décidé de raconter quelle était la réalité en Gaule à la fin de la période d'indépendance, donc à la guerre des Gaules. Ce serait merveilleux. Je pense que je pleurerais ce jour-là, je me mettrais une grosse caisse derrière, genre wouh! Ça changerait tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on sait pas en fait. C'est un qu'on sait pas ou qu'on sait mal. Aujourd'hui, j'en discute souvent là-dessus. Pour moi, il y a quand même de fortes chances pour qu'on soit tellement loin de l'image réelle des Gaulois par rapport à ce qu'on imagine. Il est très très probable que même ce que je vous montre en reconstitution et tout ça, qui est déjà très coloré, très propre, très chouette, il y a des chances pour que les Gaulois aient été 10 fois plus bling bling que ça. Parce qu'aujourd'hui, des reconstitutions romaines, par exemple, on arrive à les faire assez correctement. C'est ultra bling bling, c'est très coloré, c'est chatoyant, c'est magnifique. Et les Romains disaient que les Gaulois étaient pires qu'eux. Et là, on se dit, il y a peut-être des trucs qu'on connaît pas, ouais, il y a peut-être des trucs qu'on connaît pas. Donc, on peut toujours trouver des nouvelles choses, Après, plus ou moins selon les périodes, mais par exemple sur la guerre de Troie, demain on trouve une nécropole où clairement c'est indiqué que c'est, je vais dire une bêtise, mais c'est Hector qui est enterré là. Voilà, ça veut dire que du coup on saura très précisément à quelle période a eu lieu la guerre de Troie, ça veut dire qu'on va se rendre compte que ben, Alabin a eu lieu, Alabin a eu lieu, c'est la question sur le Québec qui est revenu. Donc non mais il y a plein de possibilités, c'est ça pour ça que j'adore l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite, c'est génial. Comment les troupes se reconnaissent avant l'apparition des uniformes et des blasons? Ça je le dis souvent, mais en fait, avant les blasons et l'uniforme, on est systématiquement, quasiment systématiquement, sur de la formation. Et en formation, c'est très simple. Tes potes, c'est ceux qui sont autour de toi, les ennemis, c'est ceux qui sont en face. Voilà, si tu sors de la formation, t'es mort. Donc il n'y a pas de... Donc y a pas besoin en fait de se reconnaître particulièrement. Après il y a des choses qui ont l'air d'être des manières de se reconnaître, mais dans l'absolu il y a pas forcément besoin. Voilà, je schématise beaucoup, mais on en reparlera un autre jour. Est-ce que le matériel utilisé dans les œuvres fantasy est potable, cohérent, d'où vient leur inspiration? Ça rejoint un peu la question de Seigneur des Anneaux, je ferai probablement des vidéos là-dessus. Ce qui est cool, c'est qu'il y a le pire côtoie le meilleur, comme toujours, mais c'est démultiplié avec la fantasy. Il y a des choses extrêmement réalistes, notamment dans le Seigneur des Anneaux, et d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont des trucs très kitsch finalement, mais c'est un peu le jeu de la fantasy et on pardonne beaucoup plus facilement sans problème. Mais j'ai vu des choses, récemment j'ai regardé sur Netflix un film qui s'appelle Le Messager du Roi, qui est un film pour ados clairement, et il y avait des trucs hyper surprenants en termes d'utilisation du matériel, des choses que je n'avais jamais vues ailleurs et qui étaient très 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 cohérentes. Donc, il peut y avoir des très bonnes surprises. Penses-tu qu'il soit possible de réaliser un grand film dont le contenu historique collerait parfaitement à la réalité, en l'état actuel de nos connaissances, sans que ça soit non plus un documentaire, où les contraintes en termes de budget et scénaristique, manque de liberté créative, histoire réelle trop complexe, seraient-elles trop fortes? Moi je pense que c'est tout à fait possible. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Moi je pense que c'est tout à fait possible, et c'est un peu quelque chose que j'essaie de vous exprimer avec la réserve, c'est que faire des compromis, c'est ok. Pour moi, il n'y a pas de problème, à condition qu'ils soient un peu équilibrés, un peu corrects. Mais on pourrait faire parfaitement historique parce que. Mais alors, j'en discutais tout à l'heure sur Twitter avec les tweetos. Ça m'a donné des idées, parce que j'ai des gens en commentaire qui me disent souvent ça, c'est la réflexion éternelle de oui, mais respecter l'histoire, c'est chiant. Faut pas connaître l'histoire pour dire des trucs pareils. Souvent, l'histoire est plus impressionnante, plus spectaculaire, plus dingue en termes de trucs qui se sont passés. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, les gars, pour faire ça? Plus épique aussi, parfois. C'est plus délirant. Tout est plus, tout est mieux, en fait. Et souvent, les scénaristes de trucs historiques n'ont même pas l'imagination pour imaginer les délires de l'histoire. Et du coup, ouais, on pourrait le faire. Et ce serait trop bien. Alors après, dans certains cas, c'est difficile. Cela dit, il y a des films français qui existent, qui sont souvent des films français un peu calmes, des films de cours, donc sur la période moderne, qui respectent plutôt bien l'histoire et qui sont plutôt chouettes là-dessus, mais c'est évidemment pas les trucs qui sont les plus grands publics, on va dire.
Voilà, donc si, c'est tout à fait possible, y compris sur les batailles et tout, il y aurait des choses hyper intéressantes à montrer. Mais ça, je pense que voilà, je suis en train de le mûrir depuis 1 heure ou 2, parce que je pense que je ferai peut-être un un programme spécial pour ça, une sorte de mini-série de peut-être 4 épisodes, où en fait je vous raconte des épisodes des trucs historiques, en me disant voilà, par exemple Gladiator, voilà, si on avait pu faire Gladiator historique, voilà pourquoi ça aurait été encore mieux. Voilà, en mode, mais en fait, il faut bien se dire qu'à l'époque c'était comme ci, comme ça, et que du coup ça aurait été trop fou. Avec des petites histoires de gladiateurs célèbres et tout, moi je verrai ça, je suis en train de mûrir la question. Crois-tu qu'avec l'apparition de la chaîne YouTube ou tout simplement avec l'ouverture croissante sur le monde de la reconstitution historique à travers d'autres médias, Facebook, Twitter, Instagram, etc., les producteurs de films historiques se tourneront vers les reconstituteurs pour les costumes de leurs films, plutôt que d'engager des costumiers fantasques qui mélangent plusieurs siècles d'histoire pour habiller un personnage? Là-dessus aussi, on va en parler très longuement sur le live, mais je vais essayer de donner une réponse un peu courte. Plusieurs choses. 1. Les reconstituteurs ne sont pas des costumiers. Costumier, c'est un métier. Ça veut dire qu'il y a une connaissance des nécessités, de tournage d'un film. Il y a des connaissances de nécessité d'adaptation. Parce qu'il faut adapter. On ne peut pas faire un costume 300. En fait, ça sert à rien de faire un costume 300% historique à l'écran. Par exemple, pour le projet Nilfgaard, je colle des pantalons à tout le monde. Parce que la différence à l'écran ne se verra pas. Et que c'est plus pratique pour le comédien et pour tout le monde d'avoir des pantalons. Alors qu'avoir des choses, des trucs, des machins, des trucs historiques, ce serait trop complexe. Et costumier, c'est vraiment un métier. Les costumiers sont pas fantasques, ils connaissent pas le domaine, ce qui est très différent des costumiers qui sont spécialisés en costumes de cinéma, qui sont très bons, mais qui ne connaissent pas forcément le domaine historique. Et c'est pas, voilà, c'est un peu comme si on demande à un menuisier d'être plombier. C'est un très bon menuisier, et il va peut-être faire de la plomberie qui sera pas la bonne plomberie, mais il va faire ce qu'il peut, parce qu'on lui a demandé de le faire. Donc faut faire attention à ça, pas trop charger les costumiers non plus, parce que c'est souvent, c'est pas que de leur faute. Mais c'est un peu une des réflexions de base du projet Nilfgaard, on en parlera très très longuement à cette occasion-là. Donc voilà, donc engager des reconstituteurs, pas forcément. Par contre, engager des gens comme moi qui qui se spécialisent une connaissance à la fois d'un domaine et de l'autre pour être capable de faire un bon entre-deux et de faire une bonne synthèse des deux et de comprendre vraiment ce qui se passe et le fondamental du costume historique et le fondamental du costume, des nécessités de costume cinéma, pour pouvoir faire une synthèse des deux, de se dire bon bah en fait là, l'armure on ne voit que ça, donc faisons une armure histo, par contre les sous-vêtements on s'en fout. Voilà, c'est ce genre de compromis qui peut être intéressant, et même chose dans le jeu vidéo, on en parle beaucoup sur la chaîne Twitch, mais même chose sur le jeu vidéo, être capable de dire, bon bah en fait ça c'est du fantasme et ça sert au gameplay, mais du coup on s'en fout et c'est cool parce que c'est pas, ça n'a pas un enjeu délirant, par contre ça c'est un enjeu qui est un peu plus délicat et du coup ce serait bien de respecter l'histoire. Voilà, c'est comprendre les entre-deux. Pour comprendre les entre-deux, il faut connaître les deux métiers. Et donc du coup, ça se fait pas forcément comme ça, et les reconstituteurs qui ont eux-mêmes leur propre métier sont pas forcément tous à même de le faire, même si certains sont très bons, même si certains connaissent très très bien leur affaire, même si certains connaissent très très bien le costume historique, c'est une autre approche. Après, en tant que conseiller, oui, pourquoi pas, mais c'est toujours pareil, il faut que ce soit des conseillers qui aient conscience du fait que, bon bah là, il faut lâcher du lest, voilà. Et c'est pas facile, parce qu'en plus ça, il faut mettre son ego de côté, et c'est pas forcément évident. C'était la dernière question, les amis. Voilà, j'espère que j'ai été assez vite. Le but du jeu, c'est de tomber en dessous de la barre des 45 minutes. des 45 minutes. Et vous voyez, il y avait au moins 40 questions, donc j'ai essayé de speeder un peu. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez discuter, vraiment, encore une fois, je le dis, mais mercredi soir, 20h30 sur Twitch, comme tous les mercredis soirs d'ailleurs, sur Twitch, on fait des très très belles émissions. Là, je suis en train de bosser sur une émission où je veux faire venir des invités, mais c'est un peu plus complexe. On a fait un premier test avec Métal Curieux et Metalliqua, où j'ai pas trouvé ça fou parce que j'ai bien senti que j'avais voulu faire ça au talent et que je n'en avais pas assez pour faire ça au talent. Et non, mais blague à part, c'est un métier aussi de faire des émissions, donc forcément, enfin des émissions avec des invités. Donc c'est des choses qui se travaillent, donc je suis en train de travailler là-dessus. Mais sinon, on fait des émissions où on discute avec le chat, on parle de jeux vidéo, on parle de bandes-annonces, on parle de plein de trucs historiques, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir. Donc pour rappel, Twitter, Instagram pour suivre le projet Nilfgaard, et je mets plein de contenus supplémentaires, plein de contenus historiques. Je partage beaucoup d'images sur Twitter d'objets historiques retrouvés en fouille, de reconstitutions historiques et tout ça, donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip évidemment si ça vous intéresse. Il y a toujours la boutique de tasses, notamment il y a cette magnifique tasse, c'est mignon, regardez. Elle est magnifique, je sais pas si vous
Faut que je me cache pour qu'il fasse le point dessus. Voilà. Donc il y a les tasses, il y a les sweats et les t-shirts, il va y avoir des nouveaux designs prochainement. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, ça soutient la chaîne et c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai envie de vous dire qu'on va s'arrêter là, parce que la vidéo, je pense, est déjà assez longue. Comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez des trucs en commentaire, mettez un pouce bleu, partagez la chaîne, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle se fait connaître. Évidemment, là, on est à 80 000 abonnés, je commence à me dire, ah, peut-être qu'on va faire les 100 000, ça va être génial. En tout cas, c'est mon objectif. Et merci à vous d'être là, merci à vous de me soutenir, merci à vous d'interagir dans les commentaires. J'essaye encore de répondre à tout le monde, même si c'est pas toujours facile. Et voilà, ça me fait très plaisir. C'est à nouveau une superbe aventure. Je suis très content de la dire avec vous. Et on va aller encore plus loin. Je vous le dis à chaque fois. Pour l'instant, je pense que je tiens plutôt pas mal mes promesses. On va, voilà, d'ailleurs cet été, il va y avoir des nouveaux épisodes où on va aller nager. Je vais pas être tout seul cette fois-ci, on va aller nager. Je vous prépare des trucs fous. Je vous prépare des trucs fous en plus du projet Nilfgaard. Donc on va avoir un été qui, à mon avis, va être petits oignons. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Il faut que j'aille vite monter la vidéo pour la sortir parce que à l'heure où je vous parle, il est 19 h et j'aimerais bien qu'elle sorte avant 21 h pour que vous ayez le temps de vous dire « Ah, ça pourrait être cool d'aller voir le live de demain ». Donc je vais aller la monter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.